Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque c'est notre premier hors-série sur Just Focus. Alors pourquoi un hors-série ? Vous n'êtes pas sans savoir et avoir remarqué qu'il y a un thème qui ne cesse de revenir ces derniers temps, c'est de l'intelligence artificielle et notamment comment elle peut s'appliquer à la finance et à l'investissement. J'ai très souvent des questions d'investisseurs ou journalistes à ce propos, aussi bien en termes de secteurs dans lesquels investir que sur comment cela peut changer la manière de gérer ses investissements. Et c'est un sujet que nous avons voulu prendre assez vite à bras-le-corps chez Sapiens, qui est, je vous le rappelle, le Family Office Digital que nous avons lancé il y a 1 an et qui a donné naissance à Focus.ai. Alors Focus.ai, c'est quoi ? C'est le premier coach patrimonial basé sur l'IA, une sorte de conseiller augmenté qui permet à ses investisseurs et à ses utilisateurs en règle générale aussi bien d'obtenir des réponses à leurs questions d'ordre général sur l'investissement que de suivre en détail leur participation, analyser des documents complexes et même, parce que le coach patrimonial connaît ses limites, prendre rendez-vous avec un conseiller en chair et en os. Alors comme nous n'avions pas de Sam Altman dans les équipes de Sapiens, nous avons travaillé le sujet avec une référence française, cette fois-ci dans le domaine de l'intelligence artificielle, et qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, c'est Pierre-Louis Guur. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Aurore. Comment vas-tu ? Très bien, merci, et toi ? Ça va très bien, merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous expliquer ton parcours et puis ta passion pour l'intelligence artificielle et ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, carrément. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait très plaisir d'être là. Moi, j'ai eu un double parcours, à la fois un parcours recherche et un parcours entrepreneuriat. En recherche, j'ai travaillé sur pas mal de sujets différents, toujours des sujets un peu geeks, par exemple le calcul haute performance, la robotique. Et puis là, j'ai terminé il y a 2 ans une thèse sur l'intelligence artificielle. Et sur la partie entrepreneuriat, donc j'ai monté plusieurs boîtes, j'ai monté aussi une asso sur la démocratie. Et là, je dirige une jeune entreprise qui travaille à décarboner le secteur de la construction grâce à l'IA. Ok, très clair. Alors tu parles d'une thèse sur l'intelligence artificielle, c'était au sens large ou il y avait peut-être des éléments de précision ? on peut être un peu précis. Oui, bien sûr. Alors on n'a pas forcément des auditeurs qui sont des experts, mais je pense que le but c'est quand même de leur donner des éléments pour justement qu'ils montent en compétence sur l'intelligence artificielle. Oui, bien sûr, c'était un peu marrant parce que c'était, faut se remettre en 2019. Et je me rappelle, un des conseils qu'on m'avait dit, c'est mec, ne va pas en IA parce que là, il n'y a pas une nouveauté. On sent un peu qu'on va atteindre un nouvel hiver de l'IA, c'est-à-dire un peu le moment où il y a un effet déceptif, il ne se passe plus grand-chose. Et en fait, donc moi, le sujet de ma thèse, c'était comment est-ce qu'on peut appliquer des modèles de langage à l'intérieur d'un logement, avoir une IA qui est capable de raisonner, à la fois de voir, de se déplacer et puis aussi de comprendre l'anglais. Donc tu vois, essayer de mettre un peu tout ça en même temps. Et ça paraissait un peu dingue. Et puis surtout un peu une impasse parce que c'est évolué plus trop. Et toi, en 2019, c'est l'hiver de l'IA, ChatGPT n'existe pas. Qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses, toi, à ce sujet d'un point de vue plus Ouais, moi personnel, je me rappelle, j'avais pris une claque énorme. C'était, je pense, en 2015, au moment où DeepMind, donc une des équipes, maintenant c'était racheté par Google, propose une IA pour résoudre le jeu du casse-brique. Alors, tu sais, le jeu du casse-brique, c'est le jeu Astari. Là, tu as un petit paddle, tu viens le bouger à gauche, à droite. Et puis, ils arrivent en quelques heures d'entraînement à trouver une IA qui va en fait construire une petite gouttière dans les briques. Là, elle va trouver un petit chemin d'accès. Et puis, elle monte en haut et puis elle casse toutes les briques. Et là, du coup, ce qui était assez dingue comme truc, c'est que cette IA-là, on lui avait donné aucune annotation. On lui avait jamais dit, voilà, ça c'est un bon coup, ça c'est un mauvais coup. Elle avait appris par elle-même. Et là, je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je suis en train de foutre ? Là, je suis en train de faire des études en électronique. Alors que là, il se passe un truc de dingue, j'ai vraiment envie d'être dans le mouvement. Ok. Il s'est avéré au final que cette piste-là n'était pas si intéressante que ça en termes de recherche. Il n'y a pas eu les résultats escomptés. Et c'est un petit peu ce qui se passe en recherche en général, en tout cas en IA plus précisément, c'est qu'il y a plein d'effets un peu waouh, un peu à gauche, à droite. Et en fait, on ne sait jamais ce qui se passe le lendemain. Donc tu vois, à nouveau sur ma thèse en 2019, on a peur d'un hiver de l'IA, qu'on est arrivé à nouveau dans une impasse. Et en fait, 1 an plus tard, on a GPT-3 qui sort. Donc la première version un peu waouh, c'était dès 2020, c'était avant ChatGPT. Et là, dans la communauté de recherche, ça a été pour tout le monde une énorme surprise. On n'aurait jamais imaginé atteindre de manière aussi tôt des résultats pareils, quoi. Donc il y a un côté, à chaque fois, on est constamment étonné dans ce domaine. D'accord, mais parce qu'effectivement, je ne sais pas si toi, tu as des clés de compréhension. Comment ça se fait qu'une innovation prenne
auprès du grand public, et puis d'autres ne prennent pas forcément. Il me semble que je crois que c'est Google qui avait une IA, ou Facebook qui avait lancé une IA sur les documents scientifiques, plutôt, puis qui n'avait pas spécialement pris. Puis là, par contre, ça prend. Tu sais, Ouais, il y a comment un côté, l'expliquer ça. ce que disait la CPO de Google, je trouvais qui était intéressant, c'est elle trouvait que la révolution de ChatGPT, elle n'était pas tant en termes d'IA, parce que finalement, par rapport à 2020, Mhm. enfin, tu vois, 2 ans plus tard, c'est à peu près le même modèle qu'ils nous propose, qui est un peu amélioré. Donc du coup, il y a eu un buzz au niveau de la communauté de recherche sur GPT-3, mais il n'y a pas eu au niveau du grand public. Ce qu'on me propose, c'était de dire qu'il faut aussi une révolution en termes d'expérience utilisateur. Et typiquement, sur ChatGPT, le côté assez sympa, c'était que tout le monde pouvait commencer à l'utiliser, parce que même si jamais tu as un certain âge et que tu n'es pas forcément très familier avec les produits électroniques, ben, finalement, tu peux parler avec ta voix, et du coup, tu peux commencer à directement dialoguer avec cette IA-là, alors qu'auparavant, bah, fallait passer par des API, par des scripts Python. Donc il y a vraiment le côté, on a ouvert toutes les vannes pour réussir à mettre les produits directement auprès des gens pour qu'ils les utilisent. Et puis on va voir qu'est-ce qu'ils en font avec. Et en fonction de ce qu'ils en font, on va essayer de trouver des cas d'usage plus tard. Ce qui Mhm. est complètement l'inverse de ce qu'on construit habituellement dans un produit. Donc c'est vraiment là-dessus où il y a une révolution du produit, c'est on met un produit, on ne sait pas à quoi il va servir, on attend un peu de voir l'usage, et après on va essayer de travailler, de peaufiner quelques produits sous-jacents autour de ça. Ouais, d'accord, ok, très clair. Donc ça, c'était GPT-3 qui s'est ensuite affiné pour donner GPT-4 et les Ouais, suivants. c'est ça. Donc, Ouais. du coup, il y a GPT-3 qui sort en 2020. Il y a ChatGPT qu'on a aussi appelé GPT 3.5 qui sort, je crois que c'était en décembre 2022. Et Mhm. puis ensuite, le GPT-4, En juste mars, un avril. semestre plus tard, ouais, c'est ça, Ouais. en mars 2023. Donc là, maintenant, c'est des améliorations plutôt incrémentales. Mhm. Puis des améliorations aussi un peu dans d'autres domaines. Est-ce qu'on peut réussir à aller sur de l'image? Est-ce qu'on peut réussir à aller sur de la vidéo? À chaque fois avec l'idée de, on donne une première instruction ou une image, on donne un élément d'entrée et on demande à l'IA de venir compléter, d'aller générer la suite. Mhm. Donc c'est Mhm. pour ça qu'on appelle ça le Gen AI, la Generative Artificial Intelligence. Ouais, alors bah, ça tombe bien, je pense que on va pas pouvoir faire l'impasse sur une explication, peut-être. Alors je sais que tu peux être très pédagogue en plus pour le faire, mais de qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est une question très large. Mais peut-être expliquer justement, bah, tu vois, les différents types d'intelligence artificielle, la notion de générative IA et tout ce que tu peux avoir comme éléments qui peuvent aider à comprendre aussi ces nuances-là. Ouais, carrément. Alors, en gros, si on prend un peu au stricto sensu, ça veut dire quoi? L'intelligence artificielle, c'est tout système qui vient copier les capacités cognitives de l'humain. Mhm. Et en fait, cette définition-là, elle est tellement large qu'elle n'est pas très satisfaisante, parce qu'un tableau Excel, d'un certain sens, il vient recopier certaines capacités cognitives de l'humain. On est capable un peu de réfléchir. Enfin, on voit qu'il y a une forme de réflexion qui est portée, qu'on a nous-mêmes mis dedans. Mais du coup, bah, on a du mal à dire, tiens, vas-y, j'ai monté une startup d'IA parce que je viens de faire un tableau Excel. C'est moins, il y a un élément du coup dans la définition qui marche pas. Et en fait, cet élément, bah, c'est un de l'effet waouh. Il Mhm. faut du coup, pour qu'on qualifie aujourd'hui un produit d'IA qui a un effet waouh apporté derrière. Concrètement, si tu prends 10 ans auparavant, au début des années 2010, du coup, tu as un peu une révolution qui est d'avoir des réseaux profonds, des réseaux qui sont beaucoup plus intelligents qu'auparavant. Et du coup, si jamais on prend des images de chiens et de chats, on demande à plein d'humains de dire est-ce que ça c'est un chat ou est-ce que c'est un chien, ben, on peut avoir un système qui est capable d'apprendre. Et maintenant, on lui met une nouvelle image. Le système n'a jamais vu cette nouvelle image. Il est capable de dire si c'est en effet un chat ou un chien. Mhm. Et ça, il y a 10 ans, c'était waouh, c'est incroyable. Là, c'est vraiment ça l'IA. Alors qu'aujourd'hui, bah, ça nous paraît un peu préhistorique. Tu vois, tu vas pas mettre une pub dans le métro en mettant regardez, on sait différencier les chats d'un chien et tu vas dire que c'est l'IA, on va te moquer un peu de toi. Mhm. Donc, en tant que tel, ce qui est un peu amusant, je trouve, c'est quand on dit qu'il y a un effet de mode sur l'IA, bah, c'est faux parce que en fait, l'IA est par définition un effet de mode. C'est pour ça qu'on parle d'hiver de l'IA, c'est que bah, comme il y a un effet de mode, de temps en temps, il y a un emballement un peu médiatique, donc il y a des effets déceptifs qui se produisent parce que on n'arrive pas forcément à atteindre, à répondre à toutes les demandes des utilisateurs. Là, Mhm. du coup, dans le domaine de l'IA, ben, on a plein de branches un peu à l'intérieur. Ce qu'on aime bien dire en général, c'est on va un peu différencier ce qui est
pas du tout de l'IA, un petit peu de l'IA, avec la capacité d'apprendre quelque chose. Si tu as quelque chose de vraiment statique, tu dis que derrière la machine, elle fait juste A plus B égale C, ben, il n'y a pas d'auto-apprentissage derrière, donc on peut un peu le disqualifier. Ouais, c'est plutôt du domaine de l'algorithme dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. Okay. Donc c'est plutôt, voilà, la différence, c'est vraiment entre algorithme et intelligence artificielle, la capacité d'apprendre et d'extrapoler, en fait. D'extrapoler vers des nouvelles données. Alors, grosso modo, les machines ne sont jamais capables vraiment d'extrapoler, elles peuvent plutôt interpoler. Tu vois, la différence, extrapoler, c'est, tu vois, j'ai 2 points de référence, extrapoler, je vais essayer de deviner qu'est-ce qui va se passer en dehors de ces 2 points. Ça, c'est super chaud à faire. Par contre, les machines, ce qu'elles arrivent à peu près à faire, c'est j'ai 2 points de référence sur lesquels j'ai appris, et je vais essayer de réfléchir à qu'est-ce qui se passe entre ces 2 points-là. Donc ouais, excuse-moi, je fais un peu de digression, mais ça ouvre un peu la question des jeux d'entraînement, c'est-à-dire qu'une IA, on lui a donné des données d'apprentissage dessus, et elle est généralement plutôt performante par rapport aux données sur lesquelles elle a appris. Elle a éventuellement appris par cœur ces données d'entraînement, et par contre, tu la sors de ces données-là, elle te fait un peu des dingueries. Donc par exemple, c'est sur le coup des voitures autonomes. Il y a 10 ans, on pensait qu'on y était quasiment là à faire des voitures autonomes, parce que quand on les met dans les mêmes données sur lesquelles elles ont été entraînées, bah, elles roulent super bien. En fait, là, 10 ans après, ceux qui utilisent un peu les Tesla en version autopilote, bah, ils sont un peu déçus, parce que dès qu'on est un peu en dehors des conditions d'apprentissage, la voiture, elle est plus très performante. Oui, ok. Et tu vois, du coup, il y a pas mal là, de domaines en IA qui sont ouverts. Là, en ce moment, il y a tout ce qui est Generative AI. Donc, c'est-à-dire que je veux essayer de générer une image, je veux générer un texte, je veux générer une vidéo. Et ça, c'est super séduisant parce que la manière dont c'est entraîné, c'est avec beaucoup moins de travail humain. Tu vois, je t'ai dit au tout début, les photos de chats et de chiens, on a besoin d'un humain qui vient de dire ça c'est un chat, ça c'est un chien. Alors que ChatGPT, il a un peu la magie du truc, c'est qu'il vient faire de l'auto-apprentissage. On appelle ça du self-supervised learning. Donc grosso modo, il se balade sur Wikipédia et il vient cacher des mots et il vient essayer de deviner le mot qu'il a lui-même caché. Donc tu n'as aucun humain dans la boucle là-dedans. Et c'est ça qui est un peu séduisant, c'est que du coup, on peut venir utiliser un volume de données qui est beaucoup, beaucoup plus volumineux qu'auparavant, parce que on a déjà plein de données gratuites sur Internet. Donc du coup, on arrive à des résultats beaucoup plus puissants qu'on avait il y a 10 ans. Ok. Et donc aujourd'hui, des outils comme ChatGPT, c'est Omni, le dernier, il me semble. C'est ce qui se fait le mieux aujourd'hui en IA, où en fait il y a des choses qu'on ne connaît pas encore, mais ouais, il y a pas mal d'autres domaines là qui s'ouvrent et qui sont assez excitants. Par exemple, donc il y avait au début des années 2020, il y avait les NERF qui étaient apparus. C'était des Neural Radiance Fields. Donc grosso modo, tu essayais de prendre une photo, plusieurs photos, tu vois, d'un objet, et ce modèle-là venait reconstruire un modèle 3D du logement. Là, il y a 1 an, il y a eu un papier qui s'appelait 3D Gaussian Sampling, qui a fait un peu une révolution au niveau de la recherche, parce qu'il a réussi à résoudre un peu la question du scan 3D. Donc c'est un peu pareil, imagine, je prends mon téléphone, là je viens scanner une pièce, et du coup je vais reconstruire en 3D tout le logement. D'accord. Et ça, pour l'instant, tu vois, il n'y a pas encore eu l'effet ChatGPT où c'est devenu un produit mainstream, parce qu'on n'a pas encore trouvé vraiment le bon cas d'usage pour le faire fonctionner. Mais ça peut être l'une des pistes prometteuses pour aller pour demain, quoi. Pour un peu être la prochaine vague après le Gen AI, on pourrait avoir en fait cette question de vraiment séparer la limite entre le virtuel et le réel, parce que en fait, ça arrive très bien à simuler, à passer de l'un à l'autre maintenant sans trop de problèmes. Ok. Tu évoquais à l'instant le sujet du logement. Toi, c'est un sujet qui est important pour toi et qui occupe une grosse partie de ton temps. Au-delà de Focus AI dont on parlera tout à l'heure, mais j'aimerais bien que tu puisses quand même nous expliquer ce gros projet sur lequel tu travailles depuis quelques temps maintenant et qui t'occupe tant. Ouais, avec plaisir. Hein. Donc ouais, la question moi je m'étais posée à la fin de ma thèse, c'est comment est-ce que je peux réussir à trouver un peu une direction pour réduire les gaz à effet de serre le plus rapidement, le plus efficacement. Et là-dessus, si tu viens décomposer un peu les gaz à effet de serre au niveau national, en gros tu peux prendre un camembert avec 4 quartiers. Tu as ce que je mange, il y a là où je me déplace, là où je vis, et puis un peu les biens de consommation. Et moi, mon présupposé, c'était de me dire, je ne vois pas vraiment qu'est-ce que je peux faire avec un effet de levier intéressant sur le déplacement, aller construire une nouvelle Tesla
C'est pas, il faut des grosses capacités financières pour y arriver. Sur la partie alimentation, il y a un côté où les solutions, elles sont assez simples, hein, c'est quand même de réduire la consommation de viande. Assez compliqué à mettre en œuvre par contre, et je vois pas trop qu'est-ce que je peux faire. Par contre, sur la partie logement, là, il y a peut-être un truc à faire, parce que du coup, avec mon esprit un peu ingénieur, il y a le côté où on a des solutions pour venir rénover les logements. Par contre, il faut faire du cas par cas. Il faut que dans chaque logement, tu as ses propres spécificités et tu trouves un peu le bon combo de travaux pour y arriver. Et c'est là où du coup, on peut réussir à mettre de l'intelligence artificielle derrière pour venir te dire qu'est-ce que toi, on va te faire là dans ta maison, dans ton appartement, pour réussir à diminuer tes gaz à effet de serre tout en mettant en jeu d'autres contraintes. Tu n'as pas un budget illimité pour y arriver, tu n'as pas un temps illimité pour y arriver. Donc réussir à mettre tout ça ensemble et trouver la solution qui va te convenir. Donc là, c'est notre produit, on vient le distribuer, nous, dans les entreprises de rénovation, auprès des prescripteurs de travaux, typiquement les agents immobiliers. D'accord, il s'appelle comment Il s'appelle Argile. Argile, ok, top. Quand même, au cas où on avait des auditeurs qui cherchaient ce type de solution, autant qu'ils le sachent. Parfait. Et puis en parallèle de ça, tu as travaillé avec Sapiens sur le premier coach patrimonial, Focus AI. Est-ce que tu peux nous raconter déjà en quoi l'application de l'IA dans la gestion de patrimoine est spécifique, à ton sens, par rapport aux différents projets sur lesquels tu as pu travailler ? Ouais, carrément. Je pense que là, quand on avait commencé à parler de ce projet-là, c'est devenu assez vite une évidence quand même. On s'est dit, en fait, ce qu'il faut, c'est un peu changer l'expérience utilisateur. D'un côté, pour avoir aujourd'hui des conseils en patrimoine, tu as plein de blogs qui vont raconter différentes informations, mais l'expérience utilisateur, elle est assez painful, parce que quand tu as une question précise, vraiment, tu poses une question très, très dirigée, chaque blog va te raconter peut-être une version un peu différente, avec des données un peu parcellaires, et donc tu es un peu perdu dans l'histoire. Donc ça, c'est un peu d'un côté, et puis de l'autre côté, tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec un humain, avec un conseiller qui est formé, qui est expert dessus, mais il y a aussi un peu, c'est pas frictionnel non plus comme process, parce que ça prend du temps de prendre un rendez-vous, et puis tu as un effet aussi d'autocensure. Quelqu'un que tu ne connais pas forcément très bien, tu n'as pas forcément envie directement de lui dévoiler un peu tout ton patrimoine, tout ton secret. Donc est-ce qu'on peut avoir un peu une solution intermédiaire ? On ne va pas forcément être aussi performant et complet qu'un humain, qu'un conseiller qui a 20 ans de bouteille dans ce secteur-là. Mais par contre, on va pouvoir faire du cas par cas, avoir une réponse qui est immédiate pour toi. Et donc pour ça, on peut réussir à avoir quelque chose d'intermédiaire. Et là-dessus, en fait, je pose la question aussi de comment est-ce qu'on va faire pour se différencier par rapport à ChatGPT. Parce que si jamais tu lui poses déjà des questions en finance, il peut te répondre un peu. Et donc si jamais on fait juste un copycat, une copie un peu vulgaire de ChatGPT, l'intérêt il est quand même assez mineur. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ChatGPT, de temps en temps, il botte un peu en touche. Les réponses, elles sont assez imprécises. Ou voire carrément, de temps en temps, il vient halluciner des faits. C'est-à-dire que c'est complètement faux, mais lui, il est convaincu que ça soit vrai. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut réussir à travailler là-dedans ? Et donc, ce qu'on s'était dit, c'est pour réussir à améliorer cette expérience, trouver une espèce de quatrième voie là, entre des blogs, entre un conseiller, entre un ChatGPT, parfois un peu faux. Qui baratine un peu. Qui baratine un peu, carrément. Et est-ce qu'on peut avoir une espèce de ChatGPT amélioré qui est spécialisé dans la finance, sur lequel on l'a formé avec des bases documentaires, avec du contenu. On le connecte aussi avec les différents outils chez vous, par exemple le compte des conseillers avec les informations. Comme ça, je peux faire aussi mon suivi de portefeuille. Et comme ça, j'ai un peu une nouvelle expérience. Donc essayer, comme ChatGPT était un peu, on l'a dit tout à l'heure, une forme de révolution dans l'expérience utilisateur, on peut peut-être essayer de proposer aussi quelque chose dans la finance qui aille autour de ça. Ok, très clair. Effectivement, l'idée, c'est de pouvoir accéder à des informations qui sont parfois difficiles à trouver, particulièrement complexes, et de faciliter ça. Je me pose quand même la question du risque que ça peut représenter de prodiguer des conseils financiers à des investisseurs. Vous l'avez travaillé comment, ce risque, justement, pour éviter que Focus AI donne des conseils complètement déplacés, puis derrière, quid de la responsabilité de celui ou celle qui a donné le conseil ? Ouais, c'est clair. Cette question-là, elle est vraiment centrale, parce que faut vraiment se mettre en tête que l'IA générative, elle n'est pas parfaite, elle a des limites qu'on peut venir atténuer, mitiger
qu'on ne peut pas complètement retirer non plus, hein. On ne peut pas avoir quelque chose de parfait, tout comme un conseiller physique, bah, forcément de temps en temps il va se planter parce qu'il n'est pas... on reste... le sujet est ultra complexe et donc de temps en temps on va un peu botter en touche. Ce qu'on veut, c'est surtout se permettre que ce niveau de risque il soit contrôlé. Donc, du coup, la démarche, et qui est en fait celle de n'importe quel projet, je pense, en Gen AI, c'est de dire, au départ, on va commencer à constituer un jeu de test, à se poser là avec votre équipe, et on va prendre un peu toutes les questions qu'on leur pose habituellement, et on va là-dessus bah, euh, proposer un peu des réponses, voir avec l'IA de base qu'est-ce qu'elle propose comme réponse, et donc du coup, on vous l'a soumis à votre équipe en disant... voilà ce que vous pouvez nous dire, ça c'était une bonne réponse, c'était une mauvaise réponse, ou sinon est-ce que carrément vous pourriez reformuler cette question-là pour nous dire comment est-ce que vous auriez répondu à cette question-là pour faire mieux. Et donc comme ça, nous on avait un tableau de performance, et chaque semaine, bah, du coup on venait améliorer notre modèle pour se dire ok on veut avoir un plus 3% pour se rapprocher un peu des performances de vos conseillers, et comme ça on vient améliorer les performances de semaine en semaine de manière itérative. Et ça, on peut le faire avant le lancement du produit, du coup, avec une équipe d'experts. On peut le faire aussi après le lancement du produit, en disant chaque mois, on va aussi regarder les réponses, les conversations qui ont été qui ont touché en touche. Ça, on peut facilement venir détecter quand l'utilisateur n'était pas très content de la réponse. Donc ça, il va analyser en fait la question suivante, c'est ça, pour comprendre si... Alors, on a plusieurs manières de le faire. La plus simple, là, c'est de se dire on va demander un feedback explicite à l'utilisateur, un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas. Mais c'est pas parfait parce que pas tous les utilisateurs vont utiliser cette fonctionnalité-là. Et donc, du coup, ce que tu peux faire aussi, c'est de demander à un autre modèle de langage de venir critiquer la réponse et de venir juger de la pertinence de l'utilisateur. Est-ce que l'utilisateur était content de la réponse qu'on lui apportait ou pas? Et donc ça permet en fait de venir faire remonter ce qu'on appelle les failure cases, donc tout ce qui ne s'est pas très bien passé, et du coup on va pouvoir les faire repasser à la moulinette, le faire entrer dans notre jeu de test, et continuellement comme ça s'améliorer au fur et à mesure. Ok. Tu parlais tout à l'heure de l'IA qui s'est différencié un chat d'un chien. Là-dessus, on voit en quoi l'IA sait faire des choses et en même temps, elle n'est pas en mesure de surpasser les performances humaines. Tu disais aussi qu'effectivement, dès lors qu'il y a un effet wow, c'est-à-dire que l'IA parvient à faire quelque chose qu'un humain ne savait pas faire, ça remet évidemment une pièce dans la machine et ça donne envie de creuser. Dans quelle mesure tu penses qu'une IA pourrait devenir meilleure qu'un conseiller en gestion de patrimoine? Ou est-ce que d'ailleurs, dans d'autres secteurs, dans d'autres métiers, c'est quoi un peu la grille de lecture qui nous permet de savoir si oui ou non une IA est aujourd'hui meilleure et puis demain? Parce que j'imagine que si on suit la progression logique, on va avoir des IA qui sont de plus en plus meilleures au début que l'humain de 6 mois, puis que l'humain surdoué, et puis un jour évidemment que n'importe quel être humain sur Terre. Donc c'est quoi un peu la grille de lecture aujourd'hui sur ce sujet? En gros, on va dire, il y a une dizaine d'années, on se disait que l'IA avait un peu le niveau d'un bébé, c'est-à-dire qu'il a un peu une vision, une compréhension des objets, de qu'est-ce qui se passe autour de lui, mais grosso modo, il capte pas grand-chose. Là, maintenant, on fait plutôt le parallèle avec le niveau des stagiaires. Donc c'est quand même assez impressionnant que notre bébé, en 10 ans, il est devenu stagiaire, il a quand même vite grandi. Ce qui veut dire, en fait, s'il y a tous les avantages d'un stagiaire, c'est tu as une force de main-d'œuvre là qui arrive et qui est super motivé par son projet, merci. qui est corvéable à merci, et en plus qui coûte, là c'est on va dire même des stagiaires bénévoles, c'est-à-dire que le coût il est vraiment marginal par rapport à ce que ça peut fournir derrière. Par contre, c'est aussi les inconvénients d'un stagiaire, c'est-à-dire que ça n'a pas une vision globale, et puis tu as besoin de lui spécifier de manière ultra précise les tâches que tu veux lui dire, il faut lui donner tout le contexte qui va avec, parce qu'il n'a pas cette vision un peu d'ensemble, il n'a pas cette expertise que tu as dans ton domaine, et donc tout l'implicite que toi tu connais, il faut lui redire, il faut un peu le former. Donc ça donne un peu une clé de lecture pour ton problème, c'est est-ce que si jamais là, j'avais une armée de stagiaires bénévoles, est-ce que ça me résout ma tâche? Pour revenir à la question du conseiller en patrimoine, la réponse elle est évidemment que non. Votre plus-value dans votre cabinet, elle n'est pas de dire on est en niveau stagiaire, on vous met des stagiaires à votre disposition pour aller gérer votre patrimoine, vous apportez une expertise en plus par-dessus.
Mhm. En revanche, il y a un peu un entre-deux, et qui est du coup un peu le mot fourre-tout. On dit de la collaboration homme-machine. C'est de se dire, bah, en fait, parmi l'ensemble des tâches que vous devez réaliser, certaines tâches, elles pourraient être réalisées par des stagiaires. Donc du coup, ça va être ces tâches-là qu'on peut réussir à faire gérer par une IA. Donc par exemple, le fait d'accueillir, de commencer à répondre aux premières questions d'un utilisateur, ou bien on peut imaginer des tâches où on n'a pas du tout de chatbot. Le chatbot, c'est vraiment, on va dire, l'une des interfaces avec cette révolution sur l'UX. On a plein d'autres approches. Par exemple, on pourrait se dire sur des documents, des PDF, tu vois, qui sont pas très bien formés, qui sont pas très bien structurés, on veut extraire des connaissances dessus pour les mettre dans notre base de données. Bah ça, un stagiaire, ouais, il serait assez bon d'aller décortiquer tout le PDF et de rentrer à la main, de faire la saisie de données. ChatGPT, il est très bon aussi pour réaliser ce type de tâches. Donc, tu as plein comme ça de use cases qui peuvent se développer. C'est vraiment aux entreprises d'aller identifier un peu le use case qui correspond à ce qu'ils veulent réussir, quoi. Mhm. Et tu aurais, toi, du coup, un conseil peut-être à donner pour les entreprises qui souhaitent intégrer davantage l'IA dans leur système. Et moi, j'avais deux questions derrière ça. Il y a donc tu viens d'expliquer sont le type de tâches, quel est le type de tâches qui peuvent être concernées par ce type de fonctionnalité. Mais aussi, je pense que c'est un sujet que tu as dû côtoyer pour ta propre entreprise. Comment aussi identifier, recruter des profils qui sont performants, d'autant plus sur des sujets comme ça qui émergent. C'est pas forcément possible d'avoir en interne des personnes qui connaissent bien. Est-ce que toi, tu as des conseils ou comment est-ce que tu procèdes toi pour le faire Ouais, bah, alors j'ai un peu de point de vue là-dessus parce que je fais pas mal de formations sur l'IA, donc j'ai souvent plein de styles d'entreprise, de la petite entreprise à la très grosse entreprise, qui viennent me dire bah, comment est-ce que nous on pourrait aussi être dans le coup, comment est-ce qu'on pourrait mettre de l'IA dans nos Mhm. produits. Un peu comme la métaverse il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. C'est quoi notre use case? Donne-nous un peu le secret. Déjà, là, ce qui se passe en général, c'est que on a un peu trop des œillères, je pense, sur les cas sur les use cases qu'on veut avoir, en disant qu'on veut absolument reproduire ce qu'on a vu, nous, dans les cas actuels. En fait, il faut prendre un peu de recul et se dire vraiment, OK, enfin, ce qu'on fait généralement en formation, du coup, on fait un atelier un peu avec tout le monde et on se dit, bah, là, si vous aviez un stagiaire qui travaille gratuitement pour vous, qu'est-ce que ça va vous soulager? Mhm. Généralement, l'équipe dirigeante, elle sait pas du tout. Parce que c'est des questions très opérationnelles. Et donc, du coup, c'est plutôt les personnes dans ces équipes-là qui disent bah ouais, moi, en fait, là, il y a une tâche euh, qui me saoule un peu de le faire. Et elle est très répétitive. Mais bah, pour l'instant, j'ai aucun programme pour le faire parce que faut gérer plein de cas différents. Il faut lire des PDF, il y a de la saisie, etc. Et là, c'est intéressant. Là, on a un truc où on peut aller chercher un use case avec l'IA. Donc, un peu la première étape, c'est vraiment on met toute l'équipe autour de la table. Et on essaye de réfléchir avec cette question-là, si jamais vous aviez un stagiaire, une armée de stagiaires gratuite pour vous, là, qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que vous pourriez faciliter dans votre boulot? Donc on ne cherche vraiment pas à remplacer, de dire il y a une personne qui disparaît dans l'équipe. C'est vraiment dans votre journée. Est-ce que là, il n'y a pas une heure, par exemple, où vous pourriez vous dire, bah ça, s'il y a un stagiaire, je pourrais le donner à un stagiaire comme mission. Et Mhm. du coup, comme ça, on arrive à trouver généralement 4-5 use cases vraiment ultra pertinents, ultra spécifiques qu'on peut venir adresser. Donc là, il y a plusieurs choses après en étape. On vient un peu s'amuser avec les outils en no-code, ChatGPT, mais aussi d'autres outils comme NodeMation, Zapier, Make, pour venir construire un peu une première preuve de concept, Mhm. voir un peu est-ce que ça marche pour de vrai notre histoire, est-ce que ça marche dans 10% des cas, dans 90% des cas, avoir un peu une idée de la difficulté de la tâche. Comme ça, on a déjà un peu une première sensibilité, des premières convictions sur la difficulté de la tâche. Et là, on peut commencer à la mettre en place. Et là, bah, la méthodologie, elle est assez simple. Hein. C'est de commencer à nouveau de faire un jeu de test avec des exemples où on trouve que ça marche bien, des exemples où on trouve que ça marche pas très bien, et de travailler de manière expérimentale. Il faut vraiment se dire que l'IA, c'est une science expérimentale. On ne sait pas à l'avance qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va bien marcher, combien de temps ça va prendre, quelle va être la difficulté. C'est vraiment, on avance petit à petit de manière ultra agile. On regarde, on fait une première version, on regarde les résultats, et puis on propose des nouvelles idées pour s'améliorer en permanence. Et une fois qu'on a un peu comme ça un produit qui fonctionne, il y a la phase un peu de scale où on va mettre nos produits en production. Et là, il va falloir une équipe qui va être plutôt composée de DevOps, c'est-à-dire des développeurs qui font un peu de l'infrastructure, un peu d'opérationnel, un peu de DSI. Et ça, c'est des profils un peu à part. Donc, du Mhm. coup, si on récapitule là sur
en gros, une entreprise qui veut se lancer et qui veut internaliser ce type de procédé, bah, il faut un bon product manager, tu vois, quelqu'un qui vient réussir à saisir bien les besoins dans ton équipe, qui arrive à bien gérer cette phase de projet qui est un peu originale, quoi, le fait de travailler avec un jeu de test et continuellement itérer dessus, bah, c'est pas forcément ce qu'on apprend de base dans les compétences d'un product manager. Il faut être assez à l'aise avec vraiment cette grosse base d'incertitude. Il faut après des développeurs qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis, les mains dans le moteur, faut un peu plonger dedans. Et puis ensuite, il faut aussi des développeurs, des DevOps qui vont réussir à faire discuter plein de systèmes entre eux et mettre le produit en prod. Donc il y a un peu un vaste spectre de compétences. Mhm. En général, les gens qui viennent d'une thèse en IA, bah, ils ont quand même un spectre de compétences qui est assez large là-dessus. Quand tu fais une thèse, en fait, ça travaille avec des clusters, avec plein d'outils différents. Donc, tu as des compétences en DevOps, tu sais mettre les mains dans le cambouis, tu sais réfléchir de manière itérative. C'est ce qu'on t'a appris pendant les 4-5 années de ta thèse. Et du coup, c'est des bons profils. Mauvaise nouvelle, ils coûtent quand même vraiment super cher. Généralement, ça va être l'une des personnes les mieux payées de l'entreprise. Et généralement, il va être mieux payé que ses managers. Donc, c'est pas forcément à la portée de tout le monde de venir financer ce type de profil-là. Donc il reste un peu l'autre option qui est de dire bah, on va se former sur ces sujets-là, comprendre un peu comment est-ce qu'on peut internaliser ces compétences et du coup voir si de manière un peu incrémentale dans notre équipe on peut venir apprendre à utiliser les outils, la méthodologie qui correspondent à ce type de projet pour y arriver. Et il y a des formations qui existent, qui sont disponibles déjà pour faire Alors, monter en il y compétences a, il y a vraiment beaucoup de formations dessus. La question, elle est vraiment de réussir à préciser ton besoin. Parce que du coup, on va dire 90% des formations, c'est un peu une introduction à Mhm. l'IA. On vient t'expliquer, regardez, l'IA, c'est cool, c'est le turfu, venez, vous alliez dedans, parce que sinon, vous allez vraiment louper le prochain truc. Mhm. Donc, c'est intéressant, mais vraiment en guise d'ouverture. Oui. Il faut aller chercher des choses vraiment très précises. Comment est-ce qu'un product manager peut réussir à avoir une conduite du changement dans son équipe pour réussir à mettre en place ces outils-là, à avoir un peu ce changement, à avoir des bons taux d'usage une fois que le produit est mis en place. C'est des compétences vraiment spécifiques. Pareil pour les devs, bah, il faut qu'ils changent un peu de méthodologie. Ça va être très différent et puis il va falloir qu'ils apprennent à manipuler plein de nouveaux outils. Il y a vraiment une nouvelle branche qui s'appelle le MLOps, donc Mhm. Machine Learning Operational. C'est vraiment comment est-ce que j'arrive à connecter mes différents services qui sont liés à mon IA avec mon infrastructure. Et bah ça prend un peu de temps et donc c'est des formations très spécifiques qu'il faut trouver, quoi. D'accord, ok. Et à t'entendre, c'est pour une entreprise principalement en interne qu'il y a une marge de progression et dans l'amélioration de la productivité liée à l'IA. Et pour toi, c'est une amélioration qui est plus d'actualité versus l'idée d'accroître son offre produit pour une entreprise avec des sujets en IA. Je m'explique, on a plus... pour toi, par exemple, je prends une grande surface, elle a plus intérêt à intégrer de l'IA dans ses process que de vendre sur son e-shop, d'installer un moteur de recherche en IA pour trouver plus facilement les produits quand tu fais tes courses. Ouais, en fait, ouais, je pense que Je sais pas si le grand public est plus appétent versus les entreprises en termes de productivité, de gain de productivité. c'est difficile, ouais, de répondre à ta question, je pense, parce qu'il y a vraiment un spectre de use case qui est vraiment énorme. J'ai l'impression que là où je te parle vraiment de hier, des entreprises, c'est que du coup, elles pensent vraiment B2C. Enfin, tu vois, comment est-ce que je vais pouvoir Mm. vendre un nouveau service? Mm. Ça dépend de leur modèle, ça peut être B2B2C, mais elles veulent vraiment ouvrir un nouveau produit pour faire de l'IA et du coup augmenter leur chiffre d'affaires là-dessus. Alors qu'en fait, souvent, ce que je leur dis du coup en formation, c'est venez les gars, on va un peu réfléchir plus large que ça, parce que ce que vous pouvez aussi agir, c'est vraiment sur une réduction de vos charges. Mm. Il y a vous pouvez vraiment gagner un gain de performance qui est énorme. Mm. Tu vois, sur les développeurs, il y a plusieurs analyses là, qui ont été faites avec l'introduction des copilotes. Et en gros, on voit qu'ils écrivent 2 fois plus vite du code. C'est quand même énorme, quoi. Mm. Tu te rends compte, c'est comme si d'un jour, tu avais 2 fois plus de développeurs. Alors, j'approximative un peu parce que forcément, un développeur, il fatigue, mais du coup, il va faire d'autres tâches. Donc, du coup, tu as quand même un gain de productivité qui est vraiment énorme et qui vaut la peine d'aller explorer là-dessus pour commencer à faire les premières étapes. Et en fait, plus tu vas commencer à, à ouvrir, à avoir ces gains de productivité, plus tu vas réussir aussi à réfléchir à des nouveaux produits qui peuvent venir du coup dans un deuxième sens, dans un deuxième temps en disant, vous voyez, nous on a vraiment intégré certaines choses qui sont super pratiques. En fait, maintenant on va les mettre en prod.
pour que ça soit aussi utilisé par nos clients. Oui, d'accord. On commence d'abord en interne à réduire des charges, puis avant. Pourquoi pas? Tu vois, ça peut être une des options. Peut-être que Ouais. ça. Enfin, nous, tu vois, il y a beaucoup de produits qu'on a fait dans notre startup. Avec du lien, on les a directement mis en production. Tu vois, par exemple, là, pour construire tes scénarios de travaux, tu viens parler avec l'IA en mode, moi, j'aimerais bien, pourquoi pas, réduire au maximum mes factures énergétiques, atteindre une classe B. Et au fait, j'ai que 20 000 euros de budget pour y arriver. Et donc, du coup, on a notre IA qui va réfléchir un peu à tout ça. Donc, c'est pas un outil qu'on utilise directement en interne parce que on vient pas nous-mêmes faire de la rénovation. Mais ce que je veux dire derrière, c'est vraiment, faut penser un peu large et il y a plein de cas d'usage qui sont possibles, pas forcément que ceux qui vont augmenter le chiffre d'affaires, quoi. Ok. Et j'avais une question à te poser aussi. Tu parles beaucoup du fait que c'est gratuit, ou en tout cas, ça n'a pas de coût, ça permet de gagner en productivité. Mais je me demandais justement, est-ce que finalement il y a un coût réel qui est calculé l'intelligence artificielle, et je pense notamment, tu vois, je sais que tu es très engagé sur le sujet réduction d'empreinte carbone. Est-ce que finalement on est capable aujourd'hui de mesurer l'impact carbone de l'IA en soi? Et est-ce que c'est un peu, tu vois, je pense notamment, je fais pareil avec le Bitcoin, qui est pourtant relativement éloigné, mais tu vois, on sait aujourd'hui que d'un point de vue d'impact d'énergie, c'est énorme. Est-ce que l'IA, c'est pareil, on arrive à travailler les modèles pour qu'ils soient peu énergivores? Alors là-dessus, je vais te fournir un peu une réponse de Normand un peu décevante, mais oui et non. Oui, on voit clairement là, par exemple, les GAFAM, tu vois, typiquement Google, qui a abandonné ses objectifs de neutralité carbone parce que leur coût carbone a complètement explosé sur les dernières années. D'accord. À cause du fait qu'ils ont investi massivement dans des nouveaux centres de calcul, et donc du coup, ils ne se retrouvaient plus. Donc clairement, bah oui, il y a une hausse qui est très véridique, de la hausse de la consommation énergétique. L'énergie, généralement, elle nécessite des énergies fossiles pour être produite. Donc tu as quand même plutôt une tendance à avoir une augmentation des gaz à effet de serre. Donc du coup, il se pose la question, est-ce que c'est le plus pertinent d'arriver là-dessus? Il y a aussi un peu l'autre son de cloche qui est de se dire, bah, tout dépend du résultat à la fin que tu en fais. Effectivement, si tu fais une IA pour venir promouvoir, je sais pas, des voyages à l'autre bout du monde, là, c'est sûr que tu es perdant sur tous les points de vue. Si jamais tu fais l'IA parce que du coup, c'est un vecteur d'accélération et tu viens accélérer la rénovation énergétique, bah, dans la balance, moi, je pense qu'on est plutôt gagnant dans l'histoire en disant on a effectivement augmenté un peu le coût carbone sur certains aspects, mais on a pu le baisser de manière beaucoup plus significative sur d'autres aspects. Donc, du coup, on va plutôt dans une bonne direction. En fait, il faut le voir un peu comme un outil. Tout dépend un peu de la finalité qu'on va avoir à la fin. Donc, c'est là-dessus où je pense que on ne peut pas vraiment le comparer, tu vois, avec le Bitcoin, où effectivement sur le Bitcoin on a une accélération de l'énergie, sauf que la finalité elle reste quand même majoritairement de la spéculation financière, ou sinon c'est vraiment lié à un produit financier qui n'a pas pour objectif une espèce d'amélioration en soi des gaz à effet de serre ou autre. Ok, donc en fait tout l'enjeu c'est effectivement d'être capable de mesurer de manière assez précise d'une part l'impact carbone de votre activité versus l'impact carbone la réduction de l'impact carbone du fruit de votre activité aussi, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Là, en fait, si on fait quelques calculs d'ordre de grandeur, tu vois, GPT-3 pour l'entraîner, on estime que ça coûtait à peu près 500 tonnes de CO2. Donc c'est assez énorme. Mais en fait, si tu fais une rénovation d'un logement, tu viens gagner à peu près 2,5 tonnes. Donc, du coup, si jamais tu viens rénover, tu vois, je me plante pas, ça fait à peu près une vingtaine de rénovations. Non, un peu plus, excuse-moi, ça fait faire 200. Je me plante là dans le calcul. Ouais, ça va faire 200 rénovations. Tu as compensé tout le coût d'avoir entraîné GPT-3. Ouais. Et 200 rénovations, c'est pas non plus tant que ça, tu vois. Et ça, en plus, c'est chaque année, alors que GPT-3, tu l'as entraîné une fois, c'est un seul coup, alors que là, les rénovations, c'est chaque année, tu viens économiser 2,5 tonnes, quoi. Ouais, d'accord. Donc, tu vois, l'ordre de grandeur, il est quand même plutôt en faveur de se dire, il y a des trucs chouettes à les faire, quoi. Ok. Et j'ai une dernière question qui fait lien avec ce que tu viens de dire. Quand tu entraînes une IA, à t'entendre, on dirait qu'on l'entraîne une bonne fois pour toutes, et puis après, elle s'auto-nourrit, et puis pour toute la vie, c'est tranquille. En réalité, j'imagine qu'il y a quand même des sujets d'obsolescence, j'imagine qu'il y a des mises à jour. Enfin, comment est-ce que ça se traite dans la durée? Ouais. Alors ça, c'est une super question, et il y a plein de réponses un peu différentes. L'objectif, c'est de jamais réentraîner plusieurs fois des modèles de fondation, foundational model, je sais pas bien comment bien le traduire. Donc c'est des modèles un peu de base qu'on va entraîner une fois pour toutes, et ensuite on va essayer de les fine-tuner, c'est-à-dire t'imagines un peu la tournevis, et tu vas tourner un peu les potards pour venir le régler et l'adapter à tes différents cas d'usage.
Et cette étape de fine-tuning, du coup, elle va être en fait beaucoup, beaucoup plus économe que que le gros entraînement initial. Là, il y a plusieurs choses. Pour l'instant, le fine-tuning était assez peu utilisé dans la generative AI parce que ça coûtait assez cher. Là, le point de vue maintenant d'OpenAI, ça veut dire on va développer des plus petits modèles. Donc c'est pour ça qu'ils ont sorti il y a quelques semaines la version GPT-4o mini qui coûte beaucoup, beaucoup moins cher que la version de base. Et la version fine-tunée coûte un peu plus cher que la version mini, mais elle coûte beaucoup moins cher que la version GPT-4. Et du coup, quand tu viens le fine-tuner par rapport à tes propres données, par rapport à ton cas d'usage précis, bah, tu pourras avoir des performances qui sont bien supérieures à celles de GPT-4, et en même temps avec un coût qui reste à la fois en entraînement et puis en utilisation, qui est vraiment négligeable. Donc il y a un peu cette espèce de grosse bulle là où tout le monde bouge un peu dans tous les sens, les modèles économiques sont redéfinis, mais tu vois, de mois en mois, les réflexions sont différentes. Il y a 6 mois, personne ne voulait faire du fine-tuning parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Maintenant, c'est en train de se recalculer. Les coûts des modèles baissent de semaine en semaine aussi, donc c'est difficile de savoir quel va être le modèle économique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de startups là qui se disent ok, nous on perd plein d'argent là à chaque fois qu'on a une requête d'un utilisateur, on perd de l'argent entre le coût qu'on paye nous en serveur et le coût que ça nous ramène, mais parce qu'on mise que dans quelques années, les coûts des serveurs vont faire un fois 100, fois 1000, divisé par 100 ou divisé par 1000, et par contre la valeur apportée à l'utilisateur va augmenter. Et donc on va trouver notre seuil de rentabilité à un certain moment, et c'est pas faux ce qu'ils disent, c'est assez vraisemblable parce que c'est ce qu'on voit actuellement, c'est vraiment une baisse des coûts des serveurs pour utiliser tous ces modèles, parce qu'on arrive à trouver des nouvelles astuces pour gagner en efficacité. Merci beaucoup Pierre-Louis pour toutes ces infos. Si jamais vous voulez tester Focus AI, vous pouvez vous rendre sur focus.ai.sapiens.com pour voir le beau travail qui a été effectué par les équipes de Pierre-Louis en partenariat avec celle de Sapiens. Puis merci à toi Pierre-Louis d'être venu sur ce podcast aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous plaira. Merci beaucoup Aurore, c'était un plaisir. À bientôt. Voilà, Just Focus est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très vite.